bienvenue dans Elles agissent, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger les choses. À chaque épisode, je donnerai la parole à une femme pour qu'elle nous présente son univers, son métier, ses convictions. Ce sera aussi l'occasion pour elle de nous parler d'un sujet en particulier qu'elle affectionne ou qu'elle souhaite nous présenter. Ce sont des femmes inspirantes qui nous poussent à nous interroger, à réfléchir, à avancer. Et moi, à chaque fin d'épisode, je suis vraiment motivée pour agir et j'espère que ça sera pareil pour vous. Comment réagir quand la nouvelle tombe ? Quand le monde que l'on avait commencé à construire disparaît ? Quand une famille prend en pleine face une nouvelle qui changera à jamais le reste de leur vie ? Emily White nous raconte le jour où elle a appris que Mike, son fils, était handicapé mental, la conséquence d'une maladie génétique encore peu connue, l'X fragile. Alors on aborde ensemble le choc et l'après, cet univers du handicap où il reste encore tellement de choses à faire. Mais Émilie nous parle aussi de la richesse qui est le fruit de sa différence. Car Mike a aussi un univers qui mériterait d'être compris et ça, pour Émilie, c'est le résultat de sa propre évolution personnelle. Elle est membre de l'association Fragile X France et donc on évoque en ensemble son engagement, l'associatif. Vous verrez, on parle de la prise en charge du handicap en France actuellement, l'inclusion scolaire et sociale du handicap, encore difficile, le chamboulement d'une famille après une telle annonce. Pour elle, agir, ce n'est plus subir. Quand une situation ne vous convient pas, on la change, mais on ne la subit pas. Je vous laisse avec cet épisode riche de cette histoire intense. Bonne écoute. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Deux Émilie là qui se rencontrent, ça papote avant d'enregistrer du coup. Vraiment merci Émilie d'avoir accepté donc aussi rapidement ma proposition d'interview. Je t'ai découverte au travers de la BD que tu as écrite qui s'appelle Pourquoi tu te moques et qui nous raconte ton histoire que je vais te laisser raconter. Et donc on va en discuter. Est-ce que d'ailleurs tu peux, pour commencer en introduction, te présenter de la manière dont tu souhaites, personnellement et professionnellement, qui es-tu ? Oui, d'abord, merci à toi de me donner cette opportunité. Alors, j'ai envie de me présenter globalement. Donc, d'abord, je suis Émilie, mariée avec Brandon. J'ai 50 ans, j'ai 2 enfants, Michael qui a 20 ans et Lola qui a 18 ans. Donc, il se trouve que Michael a une maladie génétique héréditaire qui s'appelle l'X fragile, qui est la première cause héréditaire de déficience intellectuelle. Et Lola n'a pas de symptômes aujourd'hui, donc elle n'est pas diagnostiquée, mais c'est important d'en parler aussi parce que je pense que les fratries, les frères et sœurs d'enfants en situation de handicap sont les oubliés de l'histoire du handicap, bien souvent les victimes silencieuses de ça. Donc j'aime bien parler de Lola aussi. Professionnellement, j'ai fait pas mal de choses. J'ai travaillé à l'étranger, en France, et progressivement, ma carrière professionnelle a évolué sous l'impulsion positive de la différence de mon fils. Et c'est ça que je raconte en fait dans la bande dessinée Pourquoi tu te moques, c'est qu'au départ, quand on vous annonce que vous avez un fils en situation de handicap, avec une déficience intellectuelle, le ciel vous tombe sur la tête et vous pensez, comme la société le laisse à penser aujourd'hui encore malheureusement, que c'est la fin des haricots et que tout va s'arrêter. Et en fait, en vivant avec lui au quotidien, je me rends compte que c'est tout l'inverse. Je me rends compte que sa différence m'a ouvert une toute autre perspective de vie. Et grâce à lui, je vois l'essentiel. Grâce à lui, je vis au juste rythme du temps. Grâce à lui, j'ai découvert la bienveillance, l'empathie, la pleine conscience. Et aujourd'hui, il avait 2 ans et demi quand on a appris, donc 18 ans plus tard, ma vie est bien plus riche que ce qu'elle aurait été, je pense, si je n'avais pas rencontré cette différence sur mon chemin. Voilà, et du coup, d'une carrière professionnelle avec une école de commerce, partie à l'étranger, qui aurait pu être quelque chose d'un peu
superficielle. J'aurais pu devenir une workaholic, passer à côté de ma vie, me réveiller trop tard pour comprendre que j'avais gâché les plus belles années de ma vie à courir après des choses qui n'en valaient peut-être pas la peine. Eh bien non, grâce à Michael, j'ai fait évoluer ma vie personnelle et ma carrière professionnelle au service des autres, au service de la différence, à l'écoute des autres, dans l'empathie et la bienveillance. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui me définit. Alors, très bien, merci beaucoup Émilie. Est-ce que tu peux revenir justement sur, donc tu as appris, que ton fils était, porteur de X fragile à 2 ans et demi, c'est ce que tu nous dis. Est-ce que C'est tu ça. peux nous expliquer comment, c'est arrivé dans votre vie, ce cheminement? Alors tu l'expliques dans la BD, mais c'est voilà, on va Ouais. revenir dessus pour que justement tu, comment c'est rentré dans votre vie en fait? Voilà, tout Voilà. simplement. Alors en fait, bon, l'X fragile, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est peu connu parce que c'est une maladie qui a été découverte dans les années 40 et dont le diagnostic fiable et définitif a été découvert dans les années 90. Ça concerne quand même 12 000 personnes en mutation complète en France et ça touche 200 000 personnes parce qu'il y a deux stades à la maladie. Il y a la mutation complète et la prémutation. En fait, un individu ne peut être porteur que d'un stade, mais par la reproduction, au fur et à mesure du temps, dans les familles, c'est un peu comme une bombe à retardement qui est sournoisement planquée au sein des familles, de certaines familles. Et par la reproduction, de génération en génération, la répétition d'un ordre sur une des branches du chromosome X se fait de plus en plus. Et quand elle passe 200 répétitions, on tombe dans la mutation complète. Et en mutation complète, les filles comme les garçons, alors on a tendance à dire que les filles sont moins impactées. C'est faux. Il y a des filles qui sont autant impactées que les garçons. Simplement, comme les filles ont deux X, il se peut que ça soit l'autre X qui prenne la main et que du coup les symptômes soient moindres. Mais quoi qu'il en soit, les filles comme les garçons en mutation complète avec l'X fragile ont une déficience intellectuelle de faible à sévère. Ils peuvent avoir, alors ils ont une très forte, des troubles très forts de la gestion émotionnelle, ce qui font qu'ils sont très timides, qu'ils ont des difficultés d'habilité sociale. Et le fait qu'ils aient des troubles émotionnels complique leur chemin de vie parce que dès qu'ils sont stimulés par des émotions, c'est un peu comme s'ils disjonctaient. Donc ils ont un comportement qui peut être un peu difficile à appréhender. Les gens qui sont en prémutation alors pour les femmes, ce qui permet de diagnostiquer l'X fragile en prémutation, c'est bien souvent des problèmes pour avoir des enfants, c'est l'insuffisance ovarienne précoce. Et puis, en vieillissant, les femmes comme les hommes en prémutation peuvent développer des maladies neurodégénératives. Alors, chez les hommes et chez les femmes, ça s'appelle le FXTAS. C'est peu connu encore, on a peu de recul dessus, mais c'est une maladie qui est entre Alzheimer et Parkinson. Donc, c'est pas très, très sympa. Et ça commence à se déclencher à partir de 60 ans, pas chez tout le monde, chez certaines personnes. Alors moi, pourquoi j'ai découvert tout ça? Parce que je suis l'aînée de 5 enfants. Euh, et donc, moi, j'allais très bien. J'ai eu deux enfants, donc Michael qui avait 2 ans et demi et Lola qui avait 6 mois. Et puis ma plus jeune sœur, Noémie, qui a 10 ans de moins que moi, a commencé à avoir des vraies difficultés pour avoir des enfants. Et ça a mis 3 ans pour faire un cariotype et trouver qu'elle avait l'X fragile. Donc quand on a trouvé qu'elle avait l'X fragile, on a testé mon papa, c'est mon papa qui l'avait, et du coup il avait donné son X à ses 4 filles, et du coup on l'avait toutes. Mike était déjà né, et bien, on avait trouvé, bon c'était notre aîné, donc on n'avait pas tellement de recul, et comme je suis l'aîné dans la famille en plus, on n'avait pas de recul sur d'autres enfants, mais il avait quelques comportements comme le battement de bras, des régurgitations, des otites séreuses. On avait déjà été alerté par son parrain, le frère de mon mari, qui est médecin aux États-Unis, qui était médecin aux États-Unis et qui avait trouvé qu'il avait un comportement un peu autistique. Donc, on avait fait un bilan à l'ITAC à Lyon, le centre de dépistage de l'autisme. On nous avait dit non, non, il est pas autiste. Et puis, on avait quand même commencé la psychomotricité parce qu'il avait un petit problème de motricité.
Et en fait, on a fait le diagnostic quand on a su que ma sœur avait l'X fragile et que je l'avais. Et c'est là qu'on a découvert qu'il avait l'X fragile en mutation complète. Et c'est OK. comme ça que l'X fragile est rentré dans nos vies. Mais depuis, il est bien installé dans nos vies, puisque j'ai une autre sœur qui a eu une fille en mutation complète. Moi, j'ai un fils en mutation complète. Mes trois sœurs ont eu l'insuffisance ovarienne précoce et mon père a le FXTAS. Et donc, Ah oui, voilà, je dis souvent, on est la famille de l'X fragile parce qu'on a tous les cas de figure c'est ça, dans ouais, la famille. Et ouais. donc, on est très engagé pour soutenir les familles touchées par l'X fragile. Et notamment, donc, on fait partie de l'association Fragile X France depuis 13 ans, je crois. Et mon mari est le trésorier de cette association depuis une dizaine d'années. Et moi, je suis au conseil d'administration depuis 6 ans. J'ai participé, enfin, j'ai consolidé, développé le réseau des délégués régionaux, puisqu'on a des représentants de l'association dans toutes les régions. Et depuis un an, je suis la présidente pardon, de Fragilix France. Très bien, donc des journées bien remplies, hein, avec tout ça. Entre, Ouais. tes journées de maman, de femme et aussi, dans la partie associative. Hem, Quand, le X fragile donc X fragile est arrivé, on a mis, que tu as mis des mots vraiment sur ce qu'avait ton fils. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que ça tu t'es dit: «Bon OK, il a ça, on va mettre des choses en œuvre» ou est-ce que ça a été une catastrophe? Il y a eu un moment où il fallait, reprendre tes esprits, réorganiser, aussi la famille? Tu disais que tu avais ta fille qui avait 6 mois à l'époque. Comment tu as réagi? Alors bon, je l'explique un peu j'ai fait un TED Talk pour les personnes que ça intéresse, où j'explique les trois choses que j'ai appris grâce à mon fils en situation de handicap. En fait, c'est assez particulier parce que j'ai eu une courbe de deuil, je pense, en deux temps. Premièrement, quand on a appris le jour du diagnostic, en fait, le matin, on était dans la salle de bain avec mon mari, mon fils, ma fille. On se préparait pour passer notre journée, comme tous les matins. À midi, on a appris qu'il avait l'X fragile. Alors là, ça a été un choc, mais terrible. Cette journée est gravée dans ma tête à jamais. Je suis tombée très, 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 très bas. Mais le soir même, on s'est retrouvés tous les quatre dans la salle de bain, comme le matin. Et en fait, en voyant mon fils, mon mari, ma fille, je me suis dit que rien n'avait vraiment changé et que c'était une vision de l'esprit en fait, et que on était toujours les quatre mêmes, on s'aimait toujours autant, et que ben finalement cette annonce, ce diagnostic serait ce qu'on en ferait. Alors à partir de là, en fait, ce qui est difficile quand on annonce quelque chose comme ça, c'est l'impuissance à laquelle on se trouve confronté. Et donc moi, je suis une femme d'action. Et je me suis tout de suite jetée corps et âme dans ce qu'on pouvait faire. J'avais bien compris ce qu'on ne pouvait pas faire, accepte ce que tu ne peux changer et change ce que tu peux changer. Et je me suis dit, eh ben, je vais l'aider. Donc j'ai lancé l'orthophonie, la psychomotricité, l'ergothérapie, le suivi psy. J'ai cherché, enfin j'ai fait les dossiers MDPH pour la prise en compte de son handicap, chercher des aides, une reconnaissance, le faire accompagner. Donc on l'a changé d'école parce qu'il était dans une école bilingue, comme mon mari est irlandais, anglophone. On avait mis dans une école bilingue, c'était évidemment compliqué pour lui, le pauvre. Mmh. Et du coup, on l'a mis dans une école, on a cherché des AVS, voilà. Donc pendant 2 ans, 2 ans et demi, j'ai couru comme une folle, couru sur l'eau pour créer un environnement favorable pour l'aider au mieux. Et ça m'a permis de ne pas tomber. Par contre, je pense que c'était un peu une fuite en avant, un peu du déni. Donc, j'ai fait un burn-out en juin 2009. Je me suis effondrée, j'étais arrêtée pendant 1 mois et demi parce que j'ai parlé de mes activités extra-professionnelles, mais j'ai une vie professionnelle assez Oui, c'est ce que j'allais riche. dire, tu continuais Ouais, aussi, voilà. j'ai continué, ouais. Mmh. Et du coup, j'ai craqué, j'étais arrêtée pendant 1 an et demi. Et puis, j'ai cru que j'allais pas pouvoir revenir dans ma vie d'avant.
Et en fait, le matin où je devais reprendre le travail, j'étais au petit déjeuner avec Michael et tout d'un coup, il était assis en face de moi. Je me suis mise à pleurer parce que je me sentais incapable de repartir. Et il m'a regardée. Il avait donc, on était en 2006, donc il avait 3 ans et demi, 4 ans. Et il m'a dit, mais pourquoi tu pleures, maman? Et je lui ai dit, bah, je ne sais pas si je vais y arriver. Il m'a dit, bah, regarde-moi et fais comme moi. Oh là là, cette Et ça phrase, ouais. m'a, Mmh. d'en parler, là, j'ai les, Moi les aussi, larmes aux moi aussi, yeux. ouais. Ouais, Mais ça m'a vraiment ouais, ouais. marquée et je me suis dit: «Mais il a raison, je passe ma vie à lui dire: "On va t'aider à être comme nous, on va t'aider à être comme nous. Si tu apprends ça, tu pourras parler comme maman. Si tu fais ça, tu pourras avoir un travail comme maman"» et en fait, c'est injuste. Mmh. Pourquoi que comme nous et pourquoi, l'inverse n'existe pas? J'ai prolongé mon arrêt de travail de 2 semaines supplémentaires et pendant 2 semaines, j'ai vécu à son rythme comme lui. Je m'arrêtais, je faisais les choses. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un peu la courte échelle pour reprendre au rythme effréné de la société, mais de passer par ce sas un peu de décompression où j'étais à son rythme, où je faisais comme lui, où déjà ça m'a appris à mieux le connaître et puis ça m'a appris à apprécier sa dimension, son monde. Et ça a fini de me convaincre que finalement, sa différence, c'était une chance. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment changer mon approche. Et d'un côté, oui, je continuais parce qu'il fallait qu'il apprenne à vivre dans notre société. Donc, il fallait qu'il apprenne les codes, il fallait qu'il maîtrise les exigences de la société, apprendre à lire, être propre, supporter le rythme, avoir les bons comportements, s'adapter à son environnement. Mais il avait des choses à m'apporter et j'ai commencé à l'écouter davantage, à lui faire plus de place, à comprendre que lui aussi avait un univers qui méritait d'être compris et vécu. Et je pense que c'est comme ça que progressivement j'ai évolué jusqu'à me faire l'avocat et, et le porte-parole de cette dimension auquel on ne prête pas assez attention, mais qui est très très riche et qui peut vraiment nous compléter. Oui, c'est ce que enfin, c'est ton idée, c'est vraiment de se dire qu'effectivement, peut-être la clé, autour du handicap dans notre société, c'est de se dire que, les personnes handicapées ont beaucoup de choses à nous apprendre, en fait et peut-être que, sur certaines choses, on a tort et certainement sur notre rythme de vie et sur la manière, parce que aussi quand, tu as appris ça, tu t'es projeté dans ton rythme, et dans ta vie et dans les contraintes que ça allait, engendrer quoi, effectivement et ce qui est normal. Enfin, je veux dire, ça a été Exactement. une vie de combat aussi, hein. Tu l'expliques Mm. très bien dans la BD autour de la scolarité. Là, Ah tu oui, rentres dans un chemin, en enfer, quoi. ouais. Ouais, ça a été très très dur. Et c'est donc je reviendrai sur ce que tu dis Oui. sur la solution pour l'inclusion que je prône parce que c'est très important. Mais oui, pour parler un peu des combats, donc je parle de la richesse qu'est leur différence, mais on vit pas dans le monde des bisounours et je suis pas en train de dire que c'est tout beau, tout facile et que c'est super. Au contraire, il y a énormément de combats. Donc, on a appris ensemble la résilience, à prendre les difficultés une à une pour essayer de désamorcer les problèmes pour continuer à avancer. Alors, on a eu différents types de problèmes. On a eu des problèmes effectivement à l'inclusion scolaire. Euh, Bizarrement, plus dans le milieu spécialisé que dans le milieu ordinaire. Ah Parce oui? que en fait, Mmh. ouais, c'est compliqué, mais dans le milieu ordinaire, en fait, Michael, c'était juste un individu différent et ça dépendait beaucoup de la bonne volonté des personnes. Et à partir du moment où on apportait des solutions pour aider le milieu ordinaire à faire face, finalement, ça se passait bien. Dans le milieu spécialisé, en fait, on s'y attendait pas du tout, mais on a été confronté à la difficulté d'avoir une maladie, le syndrome de l'X fragile, qui n'était pas connu. Donc, les éducateurs spécialisés se sentaient plus en confiance avec d'autres pathologies, comme la trisomie ou l'autisme, qui étaient plus connues et donc mieux maîtrisées.
Et l'X fragile leur faisait peur parce qu'en tant qu'enseignants spécialisés, ils étaient censés comprendre, trouver des solutions, et cette maladie qui était peu connue les déstabilisait en tant qu'experts. Donc nous, au début, enfin surtout moi, j'ai pensé qu'en apportant un maximum d'informations, de solutions, j'allais aider l'enseignante spécialisée. En fait, c'est l'inverse. Elle voulait pas qu'une maman lui apprenne son métier. Ça pose la question dans notre société de l'expertise des patients, qui aujourd'hui, avec Internet, avec l'évolution de la société, discutent d'égal à égal avec les experts de leur maladie. Et il y a eu, maintenant moins, mais au début, il y a eu un frottement où, quand on était expert d'une maladie d'un point de vue médical, on était au-dessus de tout. Aujourd'hui, la société est en train d'évoluer et de mettre quasiment à égalité l'expertise du parcours de vie, l'expertise patient par rapport à l'expertise médicale, l'expertise sociale. Mais au début, quand en 2006, entre 2006 et 2020, je pense, on était confronté encore au monde des experts. C'était compliqué de faire valoir l'expertise du parcours de vie, l'expertise des patients. Maintenant, ça va mieux. Donc oui, il y a eu des difficultés avec l'inclusion scolaire, notamment en milieu ordinaire. Il y a eu des difficultés avec l'inclusion sociale. Alors la déficience intellectuelle, c'est un peu particulier parce que c'est quelque chose qui vient avec le temps. Tant que l'enfant a 1, 2, 3, 4 ans, bon, finalement, qu'il n'ait pas de quotient intellectuel trop développé, ça ne change pas grand-chose parce que ben, on ne mobilise pas le quotient Oui. intellectuel des Mmh. petits-enfants. Mais à partir du moment où ils grandissent, et nous, ça a été, même avant les apprentissages scolaires au parc, ça a été une vraie désillusion, une vraie frustration pour Mike parce que c'est un enfant très sociable qui adore interagir avec les autres. Il a énormément d'humour. Et en fait, on habitait dans un appartement et donc une fois par jour, on allait au parc avec Mike et Lola pour qu'ils se dégourdissent les jambes et qu'ils vivent. Et au début, ça se passait très bien. Il était tout à fait intégré avec les autres enfants. Et puis au fur et à mesure où la déficience intellectuelle a été apparente dans ses comportements, il a été rejeté par les autres enfants. Et alors là, Mmh. c'était terrible parce qu'il allait au parc pour se rafraîchir, se Se dégourdir et libérer, ouais, se se libérer. Et en fait, il rentrait plus frustré parce qu'il était mis à part, on ne voulait pas jouer avec lui. Voilà. C'est comme ça qu'on en est venu oui, et c'est à trouver important un aussi de dire appartement. que Mmh. oui, pardon, c'est important aussi de dire que ça l'impacte, c'est-à-dire qu'il s'en Ah rend ouais, compte et que ça a un complètement. vrai impact sur, ses émotions qui sont déjà difficiles à gérer, quoi. Ouais. Mmh. Ah mais ça, il y a des tests, Mmh. sociologiques qui sont faits, sur, vous prenez, n'importe quelle personne avec une, déficience ou pas, et vous avez une conversation avec cette personne, enfin vous prenez 3 personnes et qui ont une conversation, tout d'un coup vous excluez une des personnes et qu'il y a 2 personnes qui parlent et l'autre est laissée à part. Ça a des problèmes, ça cause des problèmes, très, très importants, sur la personne qui est mise à l'écart. C'est pour Mmh. ça, et on le sait d'un point de vue en sociologie, ça a été démontré, prouvé scientifiquement. Et pour autant, on laisse à part toute une partie de la population qu'on ne considère pas, qu'on laisse, et ça aggrave leur handicap. C'est le double effet qui se coule du handicap, c'est que si on ne considère pas ces individus, si on ne leur laisse pas une place dans la société, on aggrave leur handicap. Oui, Voilà. bien sûr. Donc là, il y a eu effectivement tout un parcours du combattant. Et dans le parcours du combattant, il y a ce que moi j'ai pu faire, ce que mon mari a pu faire, ce que Lola, toujours pareil, la question de la fratrie a pu faire, mais il y a aussi et surtout ce que Michael a pu faire. Parce que ces obstacles, on ne les surmonte pas envers et contre lui, on les supporte avec lui. Et effectivement, il est impacté par tout ça. Et notre travail consiste à le maintenir en confiance, en estime de lui, tout en essayant de trouver des solutions qui lui permettent de continuer à avoir l'espoir dans sa capacité à vivre heureux, épanoui avec les autres. Ouais. Et d'ailleurs, il en est où là, lui? Comment il est dans son épanouissement? Ouais, il a 20 ans, il est en IME, il est maintenu en IME avec un amendement Créton, donc qui est l'amendement qui permet de ne laisser aucun jeune sans solution, donc qui permet de rester dans la solution actuelle tant qu'on n'a pas trouvé la prochaine solution.
Euh, Parce que du coup, à cause du Covid, pendant 2 ans, il n'a pas pu faire de stage. Donc là, il est un peu... Est-ce que tu peux nous expliquer IME, le Oui, définir? IME, c'est un institut médico-éducatif. Donc, c'est quand, en fait, le parcours du handicap, notamment dans la déficience intellectuelle, ou dans tout ce qui est trisomie, autisme, multidis, déficience intellectuelle, X fragile, il reste en milieu ordinaire jusqu'à ce qu'il puisse. Alors, Michael, il a fait 2 CP, puis après, il a décroché. Ensuite, il passe dans un milieu semi-ordinaire. C'est une classe spécialisée en milieu ordinaire, c'est les Ulysse. Donc, il y a des Ulysse écoles et des Ulysse collèges. Alors, Michael, il a fait qu'une Ulysse école. Et vers 11 ans, il est passé, alors là, il a décroché complètement de l'éducation nationale, c'est Institut médico-éducatif, donc c'est des structures spécialisées, totalement spécialisées, où les jeunes continuent un tout petit peu, quelques demi-journées par semaine en fonction de leur niveau de lecture, à avoir des apprentissages scolaires. C'est mathématiques, écriture, donc mathématiques logiques, c'est des apprentissages pour maîtriser le plus, le moins, et en gros les échanges financiers pour être autonome dans Mmh. le fait Dans de la vie faire ses courante, courses, ouais. voilà, dans la Mmh. vie courante. L'écriture et la lecture, si possible, et puis par exemple le code de la route, ou voilà, ça c'est les OK. petits apprentissages scolaires qui sont maintenus, mais sinon c'est une progression vers la professionnalisation. Donc en fonction des IME, il y a des ateliers d'espace vert, des ateliers de laverie, des ateliers d'électronique, de menuiserie, des ateliers pour apprendre à faire le ménage, à vivre en autonomie, à faire les courses. Voilà. Donc, c'est des petits ateliers comme ça qui les préparent du conditionnement aux métiers que la société leur réserve, qui sont des métiers. Alors, c'est là où c'est très important, et c'est là où je porte ce message de la richesse de leurs différences, c'est qu'aujourd'hui, on construit l'éducation et la professionnalisation de ces jeunes en partant du concept que comme ils sont en situation de handicap, ils ne peuvent pas faire ça, ça et ça. Et donc, on construit leur avenir professionnel en disant, ben, puisqu'ils ne peuvent pas faire ça, ça et ça, on va leur faire faire les trucs les plus bêtes, les plus faciles. Et en fait, moi, je pense qu'on se trompe. Pour n'importe quel autre enfant, on part pour le développer, pour lui construire son avenir professionnel et son épanouissement. On dit d'accord, tu as des difficultés là-dedans, mais tu as des forces là-dedans. On va s'appuyer sur tes forces pour te permettre de te développer et de t'épanouir. Eh bien, je ne vois pas pourquoi, pour les personnes en situation de handicap, on n'adopte pas le même raisonnement. Donc, c'est pour ça que je parle de leurs forces, parce que je pense que si on les perçoit par leurs forces, plus que par leurs difficultés, on arrivera à, d'une part, construire leur confiance en eux, leur estime d'eux-mêmes, mais en plus, on leur donnera des outils, si on s'appuie sur leurs forces, pour qu'ils aillent se développer et pour qu'ils trouvent une utilité dans la société. Et justement, les actions que tu entreprends, donc tu disais que tu es une femme d'action et on le comprend, elles s'articulent autour de ça et comment justement qu'est-ce que tu actionnes pour, bah, faire changer les choses, à ton échelle et qui deviennent des plus grosses échelles après, Ouais. autour de ce que tu viens de nous présenter? Alors, bah, j'ai commencé tout d'abord par le TED parce que, en fait, c'était une conviction qui grandissait en moi et qui devenait de plus en plus forte, mais une conviction, tant qu'elle est dans notre tête, on ne sait pas trop quel impact elle peut avoir sur les autres. Et quand j'ai fait le TED, donc qui a été vu par plus de 33 000 personnes, je crois, Je le maintenant sur remettrai en lien, YouTube. ouais. Ouais, ouais. Ouais. Quand j'ai fait le TED, j'ai réalisé que ça avait un impact très fort sur les gens et qu'il y avait pas mal de gens qui venaient me voir en me disant c'est intéressant cette perception sur le handicap, et qui venaient me voir en disant des personnes concernées qui venaient voir en disant moi je pense ça aussi, mais j'ai jamais osé le dire. J'ai jamais osé dire que mon fils ou ma fille m'apportait des choses, parce que bah, quand on parle du handicap, on dit tout le temps c'est horrible, je souffre, qu'est-ce qui m'est tombé dessus, le pauvre. Et du coup, que des gens viennent vers moi et me disent ça, ça m'a intriguée, et je me suis dit, mais il y a une injustice terrible en fait, parce que tant qu'on ne parle pas ce qu'on vit, tant qu'on ne dit pas ce qu'on vit, ce qui reste dans la conscience générale, c'est les difficultés, mais pas les forces.
tant qu'on n'exprime pas, on ne rééquilibre pas. Et du coup, ça fait que quand on annonce un enfant en situation de handicap, et ben, tout le monde pense que c'est l'horreur. Parce que ceux qui le vivent au quotidien et pour qui ça se passe bien et qui arrivent à trouver des choses exceptionnelles ne le disent pas. Donc j'ai commencé à me dire, mais non, mais il faut le dire pour faire changer le regard de la société sur cette réalité. Et j'ai commencé à écrire en août 2017, tous les mardis, une chronique que je publiais au départ sur Easy, la plateforme digitale de handicap international, mais qui a fermé depuis. Donc je continue à le publier sur Facebook. Une chronique tous les mardis qui s'appelle Shovel Up. Alors Shovel Up, c'est un mot que Michael avait inventé quand il était petit. Il battait des bras, il disait Shovel Up, Shovel Up, Shovel Up. Donc je trouve ce mot sympa, donc j'ai appelé ça Shovel Up. Et tous les mardis, depuis août 2017, je publie une chronique qui est un peu le regard croisé de ce que Michael, le regard de Michael sur la vie et ce qui m'apporte pour laisser une trace, pour que ça se perde pas. Et au bout d'un moment, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, bah, c'est sympa tes trucs, mais nous, on va pas sur Internet. Donc, j'étais obligée de les copier, de les mettre dans un mail pour les envoyer à ma famille, puis après, de plus en plus à des gens. Et des gens m'ont dit, tu devrais faire des recueils de ces chroniques pour en faire des livres. Donc, j'ai fait un premier recueil que j'ai auto-publié, qui a été traduit en anglais parce que je fais partie, donc Fragile X France fait partie d'un réseau international d'associations d'X Fragile et on partage tous cette conviction que il nous apporte des choses exceptionnelles et qu'il faut en parler. Et puis j'ai fait un deuxième recueil l'année d'après, un troisième recueil. Et puis j'ai eu l'idée, une amie m'a dit tu devrais en faire une BD. Pourquoi une BD? Parce que la BD c'est plus proche du FALC. Le FALC, c'est le langage de la déficience intellectuelle, c'est un peu le braille de la déficience intellectuelle, donc c'est facile à lire et à comprendre, et c'est une façon de dire les choses de manière à ce que les personnes en situation de déficience intellectuelle les comprennent. Donc le format BD, c'était un peu plus accessible à ces personnes-là, et je me suis dit, c'est vrai, je parle d'eux, mais finalement, mes livres, ils peuvent pas les lire parce que c'est trop élaboré, trop sophistiqué, puis en plus, j'ai un style un peu littéraire. Du coup, ça leur parle pas Ouais. du tout. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une BD, sauf que je suis nulle en dessin. Donc, je suis allée chercher des illustrateurs et j'ai eu la chance de tomber sur Corig Anne, qui est une fille exceptionnelle. Elle a tout de suite aimé le projet, elle m'a accompagnée. Et grâce à elle, on a trouvé les éditions Le Duc qui ont accepté de partir pour le projet. Et la BD est sortie en août et il y a déjà plus de 1300 exemplaires qui ont été vendus. Donc c'est un super succès pour nous. Et ça a permis, alors qu'avec mes livres auto-édités, je touchais 500 personnes, là, ça m'a permis de sortir un peu au-delà de ma sphère de contact. Et Oui, du tout à coup, fait. voilà. Et du coup, la BD, on s'en sert avec Fragilix France sur le territoire avec nos 30 délégués régionaux pour aller voir les écoles, les, euh, les IME, les ESAT, qui sont les structures de travail protégées, pour parler de cette différence comme une force, comme une richesse, et pour engager le dialogue. On s'en sert au niveau national pour rencontrer des politiques, des institutionnels et parler de l'X fragile. Et puis là, comme j'ai vu que passer par un éditeur, ça m'ouvrait d'autres sphères, j'ai utilisé enfin j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui a accepté de corriger mon quatrième manuscrit, parce que c'est une professionnelle de l'écriture, et Marivika, qui m'a permis en fait d'avoir un manuscrit un peu plus professionnel, puisque moi je suis pas écrivain, j'écris avec le cœur. Donc je Ouais, ne suis ouais, pas bien sûr. écrivaine de profession. Et du coup, je vais en janvier envoyer le quatrième manuscrit à des éditeurs. Donc on croise les doigts et j'espère que ça va intéresser d'autres éditeurs. Et puis la BD, si elle marche très très bien, il y a la possibilité de faire la suite. Et la Ah, suite est super. donc de toucher Mmh. plus de monde. Donc c'est comme ça, par petites touches, avec mes écrits, avec les BD, avec l'association Fragilix France, qu'on essaye de faire passer le message de la richesse de cette différence et de promouvoir une inclusion qui part de leur force et de leur complémentarité plus que de leurs difficultés.
Et bah, en tout cas, le message passe aussi par le biais de cet épisode, avec grand plaisir aussi. Je remettrai aussi le lien, de la BD, enfin voilà, tout, ce qu'on a évoqué parce que, elle est accessible, enfin moi, ma fille qui a 7 ans, elle a dévoré, elle a adoré, donc c'est pour ça que je trouve qu'elle est aussi intéressante effectivement pour ouvrir, les nouvelles générations justement à cette notion de tout ce que tu viens d'évoquer, d'handicap, d'inclusion et qu'est-ce que j'ai à apprendre aussi de cet enfant. Donc ça, c'est très important, donc je remettrai les liens. Et donc dans Elles agissent, tu connais puisque tu m'as dit que tu as écouté plusieurs épisodes, Ouais. il y a quelques questions signatures et donc j'aimerais connaître ta définition, d'agir. Pour toi, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Pour moi, agir, c'est ne plus subir. Ne plus subir et je pense que tant qu'on est dans l'action, on apporte, quelque chose, de soi et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, accepte ce que tu ne peux changer et change ce que tu peux changer. Donc pour moi, agir, c'est ça, c'est changer ce qu'on peut changer, ne plus Et subir. là, est-ce qu'il y a une des actions que tu as menées que tu aurais envie de mettre en avant, que tu trouves, bon, la plus belle, c'est un peu difficile, voilà, de définir, mais qui te vient en esprit et qui peut être symbolique aussi, qui peut parler à d'autres femmes, voilà, une action que tu aurais envie de nous partager. Bah, moi, je dirais que l'action peut-être, la plus, symbolique, qui regroupe, d'autres actions, c'est que, j'ai voilà, quand, j'ai réalisé, que j'avais cette conviction, au Ouais. lieu de la taire, au lieu de me dire qu'elle allait m'enrichir moi et de vivre avec, j'ai pensé aux autres Mmh. et j'ai décidé que, cette conviction, puisque je l'avais, c'était une chance et il fallait que je la porte. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est ce que je disais, quand je me suis mis à parler, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient cette conviction que leur enfant différent, changeait leur vie pour le meilleur et qui vivaient avec, sans comprendre que en ne partageant pas, en n'essayant pas de faire changer les choses, ils privaient l'enfant qui leur donnait ça du retour de cette chance, Mmh. parce que tant que tout le monde n'a pas conscience de ça, finalement, ceux qui en profitent, mais les enfants qui donnent ça sont toujours, soumis au joug de de la mauvaise image, qu'ils peuvent avoir. Mmh. Donc je pense que, ce que j'ai envie de dire, c'est que, dans quoi que ce soit, quand on réalise quelque chose de fort qui permet de changer une injustice, on a le devoir de s'exprimer. Ah, c'est très Et beau, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, hein. C'est impactant là, même ce que tu dis, ouais, tout à par fait. rapport à ça, dans tes podcasts, il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé super, c'est de mettre en avant une femme qui agit. Et quand j'ai entendu les podcasts et que j'ai vu que c'était quelque chose que tu préconisais, il y a tout de suite une femme qui m'est venue à l'esprit. Parce Ah, tu qu'en fait, anticipes, mes questions maintenant. oui, pardon. Non, non, je Non, rigole, mais c'est ça a bien, un c'est lien bien. par rapport à ce que je viens de dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se Ouais, disent je ne suis pas légitime, ou j'ai pas la bien sûr. notoriété, ou j'ai pas. Et moi, je pense qu'on peut tous le faire et qu'on est tous des notoriétés et des célébrités en puissance, parce que c'est justement ce message intérieur, cette conviction qui fait de nous des êtres exceptionnels et qui nous donne le droit de nous exprimer et d'avoir un impact et de changer les choses. Et dans cet esprit, moi j'ai envie je peux Bien mettre sûr, en je avant t'en prie. une femme. Donc c'est Patricia Asinci-Ferré. Donc peut-être que personne ne la connaît encore ou pas assez en tous les cas. Donc Patricia, en fait, c'est une assopreneuse,
qui est la déléguée générale et la fondatrice de Envie de Résilience. Envie, le chiffre 2, résilience. OK. Donc c'est une association qu'elle a créée et elle, sa conviction, elle a appris alors qu'elle donnait le sein à sa fille qui venait de naître qu'elle avait un cancer du sein et qu'elle était peut-être condamnée. Et elle était, elle agissait dans les pouvoirs publics. Elle avait une fonction importante. Elle avait une vraie, un vrai impact dans la société. Et en fait, elle a guéri, heureusement. Et sa petite fille maintenant est grande. Et, mais elle a décidé d'arrêter ce rôle et ça, elle s'est réinventée et elle a voulu partager cette conviction qu'elle avait eue du fait qu'un un accident de vie pouvait être un chemin de résilience et pouvait révéler les personnes dans justement ce qu'elles avaient à apporter à la société plus que subir. Et moi, c'est un peu ce que j'ai vécu avec Michael. Et elle, elle a créé cette association pour aller chercher toutes ces personnes et les mettre en lumière avec le prix de la résilience. Et je trouve que c'est une super chose à faire. Et j'incite tout le monde à. Moi, je voudrais qu'on connaisse plus Patricia parce que ce qu'elle a fait, c'est super. Mais si on arrive tous à trouver la flamme qui nous guide, et à la porter comme des ambassadeurs et à pas se brimer parce qu'on n'est pas ceux qui sont sur le haut de l'affiche, je pense que le monde deviendra meilleur puisque chaque petit colibri apportera sa touche sincère et honnête dans la bienveillance. Et voilà. Ouais, Et je ouais. pense que tu es un des acteurs de ça avec ton podcast, donc Oh, je voulais y c'est gentil. contribuer en rapportant, Oui, en oui, nommant. tu me donneras son contact, hein, on est d'accord? Oui, oui. Avec plaisir. Écoute, j'ai une dernière question, autour de l'action et du handicap justement. Qu'est-ce que tu aimerais, voir comme action se mettre en place ou, mécanisme, voilà de changement, voilà, autour, vraiment de cette question du handicap? Qu'est-ce que tu pourrais, pour conclure notre échange, sur, voilà, qu'est-ce que tu envisagerais? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Ouais, alors j'ai un projet fou et c'est quelque chose de très concret, donc je vais te le soumettre. En fait, je pense que les personnes en situation de handicap, comme je te disais, elles souffrent de ne pas être considérées, de ne pas être utiles à la société. Et je pense qu'elles peuvent apporter énormément à la société si on les regarde par rapport à leurs forces. Et notamment dans la déficience intellectuelle, l'autisme, la trisomie, les multidys et l'X fragile. Je pense que ces personnes-là, elles auraient leur place dans le milieu associatif en France. Le milieu associatif en France aujourd'hui traverse une crise du bénévolat. La société a évolué, on est beaucoup plus consommateur qu'avant, on est moins dans l'engagement, notamment l'engagement social. Et donc le bénévolat en France euh, pour le milieu associatif est au plus bas. Et je me dis qu'on pourrait faire une sorte de service civique où chaque association sportive, culturelle pourrait employer une personne en situation de handicap, de déficience intellectuelle, voilà, dans son association pour être la personne, euh, un peu comme avant on avait dans les petits villages, les petites structures, l'idiot du village, donc la personne qui est là, qui accompagne les personnes âgées, qui est là sur la place publique, à qui on peut discuter, qui rend des petits services. Ben, chaque association pourrait employer une personne en situation de handicap pour être l'âme de l'association. Dans une association sportive, celui qui récupérait les maillots pour les mettre à laver, qui installerait le stade de sport Mmh. avec les ballons avant que tout le monde arrive, qui servirait le café. Dans une association culturelle, celui qui tiendrait les permanences, celui qui distribuerait les flyers, voilà, ou celle. Et je suis sûre que si on faisait ça, déjà, ça rendrait service à la société parce que ça aiderait la crise du bénévolat associatif. Mais en plus de ça, ça permettrait à plein de personnes en situation de handicap de trouver un cocon, un milieu social
dans lequel ils seraient utiles, dans lequel ils seraient épanouis. Et je suis sûre que ça serait une super solution. Ça fait Ouais, d'ailleurs partie ouais. d'un des axes du nouveau, donc il y a un nouveau plan TND, oui TND, trouble du neurodéveloppement, qui est sorti, un plan stratégique. Et un des axes concerne le milieu associatif. Donc voilà, si on peut tous partager ça et se convaincre que c'est une solution, je pense que ça serait un premier pas vers une inclusion positive. Mmh. Eh ben, écoute, à mon échelle et à mon réseau, on va essayer d'activer déjà ce qu'on peut activer parce que l'idée est très très bonne. On va pas, voilà, et passer par quatre chemins. Et donc, du coup, oui, effectivement, d'en parler, de le dire, ça donne déjà l'action, voilà, ça rend vivante l'action et puis ça peut permettre d'activer les personnes qui nous écoutent, leur donner des idées, etc. Donc, le message est passé en tout cas. Bien, merci beaucoup. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette rencontre aussi. J'espère qu'on restera en Mhm. contact. Avec Et puis, plaisir, je suis disponible hein, s'il y a des personnes qui veulent me contacter je par le biais de mettrai. Fragilix France Mhm. ou tu peux mettre mon adresse email pour toute personne qui veut nous soutenir ou partager avec moi sur ces sujets d'inclusion positive. Merci beaucoup Émilie, à très bientôt et je mets en contact effectivement je mets les liens, effectivement qui correspondent à tout ce qu'on a abordé pour que les gens puissent, retrouver les informations et te contacter. Merci beaucoup pour Merci. cet échange. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagissent.com. À très bientôt!